Après les révélations des violences à Bétarame, un scandale éclabousse l'éducation nationale, au lycée Bayen, un établissement public de la Marne. Il faut se battre pour faire partir un prédateur d'une école alors qu'il viole des élèves. Je crois qu'en fait, les gens ne visualisent pas. Je pense qu'en fait, il faut imaginer qu'un homme torture un enfant. Un homme pénètre un enfant de force. Un homme pénètre un enfant qui est drogué. Et c'est ça la réalité, en fait. Depuis 3 ans, Marie Jacquard dénonce le silence assourdissant de l'institution face aux abus sexuels d'un professeur sur des élèves. Une omerta qui dure depuis la fin des années 90, l'affaire Bayen. Ce sentiment-là d'être ravagé, détruit de l'intérieur et de continuer à avancer sans trop savoir comment, ça, je l'oublierai jamais. Ses amis profs, ses collègues, les proviseurs savaient qu'il sortait avec de très jeunes hommes très beaux. Quelqu'un aurait dû, à un moment donné, dire « Non, mais c'est des élèves avec qui il a des relations. » Il le disait lui-même, ça fait 30 ans que je suis dans ce lycée, personne ne me fait peur. J'ai ma place ici, je fais ce que je veux. Comment, à un moment donné, des cadres peuvent collectivement se mettre d'accord pour décider, tiens, il y a un truc grave, on décide tous ensemble de ne rien faire. Châlons, c'est une ville avec une petite notabilité, bourgeoise. Plus le périmètre de la ville est réduit, plus les gens se connaissent. J'étais proviseure du lycée Bayen de la rentrée 2016 à juin 2019. C'est un vieux lycée de centre-ville, à Courcarré, un peu vieillot. Les élèves qui sont là sont tous de catégorie sociale favorisée, de bons résultats sans forcément forcer les élèves au travail. Comme il ne se passe rien, ma foi, tout tourne impeccable, les choses vont bien, les situations sont toutes bien gérées, voilà. À bientôt, Malice. Ça m'a fait super plaisir de te... Tu fais gaffe, hein? Oui. Tu me racontes, tu m'envoies un petit message des fois, de temps en temps? Oui, pas de souci. Ça me fera plaisir. Ouais. Tu me dis quand t'es arrivée? Marie Jacquard a été professeure dans ce lycée pendant 12 ans, aux côtés de Pascal V. La classe de Monsieur V, elle était plutôt dans le bâtiment, par là-bas, plutôt dans le bout du bâtiment, au niveau du milieu. En fait, en haut, c'est l'internat. Alors, ça a des fois changé, filles et garçons, je ne sais pas ce qu'il y a en ce moment, mais... et en bas, ce sont des salles aussi de cours, l'infirmerie et tout ce qui est administratif ici. Châlons en Champagne, qui aspire à devenir la capitale européenne du cirque, abrite le prestigieux Centre national des arts du cirque, une école supérieure de formation d'artistes. Depuis 2012, ces locaux accueillent aussi les élèves du lycée Bayen qui ont choisi l'option cirque au baccalauréat. Ouais, c'est ça. Essaye Aurore de garder tes 2 bras serrés aux oreilles. Marie, qui entraîne les apprentis circassiens, est une figure reconnue du cirque en France. Toi, t'es ici pour tourner. Si tu tournes ici, tout ton poids du corps, il tombe là. Alors, il faut que tu sois beaucoup plus ici. T'es là pour tourner. Elle est quand même directrice d'une compagnie, c'est pas n'importe qui, hein. C'est quelqu'un qui a tous les diplômes pour exercer son métier. Elle a porté cette section cirque à bout de bras. Marie, elle a conçu tous les spectacles des élèves pendant des années. Elle a toujours eu des relations plus que géniales avec ses élèves. Son talent avait touché jusqu'à Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale en 2020. À l'époque, il demande à la troupe du lycée Bayen de faire un spectacle pour la cérémonie des vœux du ministère. Une reconnaissance que Marie partage alors avec Pascal V, en charge des cours de théorie du cirque. On est un acteur, dans une certaine mesure, et on joue un rôle, on défend un propos, et donc il faut que ce propos passe, que le contenu passe, que le sens passe. C'est ça qu'on apprend petit à petit aux élèves. Alors là, en fait, c'était l'appartement de Monsieur V, juste ici, donc toutes les fenêtres qui sont là, et puis ça donne sur la rue derrière.
Moi, j'habitais ici. On habitait vraiment juste à côté. Ça a duré peut-être 4 mois, 5 mois. On faisait des petites soirées, on buvait l'apéro, on discutait. Pascal, très souvent, avait un fauteuil qui était juste devant là, donc il était souvent assis là en train de fumer sa pipe. Voilà, j'étais très très proche de Pascal, nous étions très amis. C'est une personne qui avait de l'aura et tout était parfait, il n'y avait rien à redire. Et quand il disait quelque chose, tout le monde l'écoutait. C'est un agrégé de lettres, brillant, intelligent. Il parle bien, il écrit parfaitement. On est pris par cette personne qui a du répondant, qui est respectueux. Madame le professeur. C'est une personne très charismatique, malgré son aspect laid, on va pas se mentir. Hein. Il était très doué pour manier les mots, pour analyser les gens aussi. Il a été mon professeur, donc première et terminale. Il nous a mis à l'aise directement tous les élèves en nous disant qu'on était considérés comme des adultes. Nous, on était contents d'être pris pour des adultes. Ça nous a fait du bien, quoi. Pascal V profite de cette complicité avec ses élèves pour orienter les textes étudiés en classe. Il a vraiment mis en avant très vite la dimension sexuelle et le goût pour le sexe dans les œuvres. Je me souviens très nettement, c'était un commentaire de texte sur Céline. Et je me dis, je vais lui faire un commentaire de texte qui sera entièrement axé sur le cul dans ce texte. Et donc j'ai fait ce truc où j'ai eu 19. Il a envoyé l'infanterie pour me mettre dans son pieu, quoi. Il adulait énormément les garçons sur leur physique. Il les complimentait énormément en leur disant toi t'es musclé, toi t'es beau, t'es fort. Et alors que les filles, c'était souvent, en tout cas pour ce que j'ai pu voir et vivre aussi, c'était plutôt de la blague qui permettait de te faire perdre confiance en toi. Par exemple, il te disait quoi sur ton physique? Moi, que j'étais masculine, que j'avais une forme d'étrangeté dans mon corps, que j'étais, d'une certaine manière, Terminator aussi. Enfin, j'étais dénuée de toute possibilité de féminité, par exemple. L'apprentissage du cirque lui permet de s'intéresser au corps des jeunes hommes sans susciter le soupçon. Les yeux, ils bougent pas. Et ton visage tourne, ton corps tourne, et dans la torsion, il se lève. C'était un collègue qui faisait des allusions sexuelles en permanence, qui plaisantait beaucoup à ce sujet-là, qui avait une certaine emprise sur les élèves, qui était très autoritaire, parfois extrêmement blessant, qui jouait en fait avec la perception que les élèves avaient d'eux-mêmes. Et ça, bon bah voilà, c'est quelque chose qui aurait dû nous alerter en fait tous bien avant. Problème, derrière cette attention portée aux élèves se cacherait un prédateur sexuel. Il sévirait depuis 1997. Sa première victime connue a accepté de témoigner. À l'époque, le jeune homme que nous appellerons Benoît a 16 ans. Je rends un devoir et au moment du rendu, il me le rend publiquement et j'ai une note absolument invraisemblable où il m'expose publiquement comme une sorte de nouveau petit champion, de petit génie de la classe. Avec Benoît, comme avec les autres victimes, le modus operandi de Pascal V serait toujours le même. Il se servirait de la littérature pour attirer les élèves chez lui. Il me fait lire des textes à lui. L'un de ces textes est le récit qu'il présente comme autobiographique, et que je crois véridique, de son propre viol par ses cousins. Texte qui permet évidemment de me mettre dans une sorte de confidence encore plus intime. C'est là qu'il s'approche physiquement, quoi, qu'il me déshabille et me fait 3 fellations. C'est ma première fois. Je ne sais pas très bien ce qui m'arrive. Il le fait lentement, si je puis dire, sans forcer, avec une sorte de douceur qui lui permet en réalité de penser que je suis consentant.
C'est le début d'une liaison sous emprise qui va durer 3 ans. Il a fait du chantage à sa santé, enfin bon, il a fait des chantages au suicide. Le système de chantage rend absolument inconcevable la possibilité de fuir et de dire « bah non, en fait, je me fais manipuler par un vieux cochon, quoi ». Des victimes de Pascal Vey, il y en aurait une 30aine. Mais il faut attendre le 2 juillet 2021 pour que les agressions supposées du professeur fuitent sur les réseaux sociaux. Dans le sillage de MeToo, un post sur le compte Balance ton cirque fait l'effet d'une bombe. Dans les écoles de cirque européennes, des enseignants dont les comportements de prédateurs avaient été signalés sont restés en poste. C'est le cas au CNAC et à l'option cirque du lycée Bayen à Châlons-en-Champagne. Donc là, stupéfaction. Ah bah c'était lui ou moi, donc forcément, oui, je savais que c'était lui, bien sûr. Donc moi je l'ai appelé tout de suite en fait. Et donc je lui ai dit qu'est-ce que c'est que cette histoire Et il m'a dit c'est des calomnies, c'est n'importe quoi, je vais me défendre, etc. Bah, je lui ai dit il va falloir, parce que je lui ai dit soit c'est vrai, auquel cas je t'avertis que moi je ne veux pas être mêlée à ça et que je vais très très vite régler l'histoire, soit c'est pas vrai, auquel cas tu portes plainte pour diffamation. Et en fait je lui ai raccroché au nez, je n'ai pas laissé le temps de parler. À la rentrée 2021, Marie alerte Sabine Bonnet, la proviseure du lycée Bayen en poste depuis septembre 2019. Je suis rentrée, je lui ai dit Madame Bonnet, je crois que c'est vraiment grave. Et elle m'a dit que s'en douter. Et en fait, ça lui a échappé, je crois. Et c'est son mari qui était notre proviseur avant elle. Et elle s'est aussitôt ressaisie et elle a dit on n'a rien à dire, on n'a rien de concret. On peut rien faire. Et moi, je lui ai dit, mais les gamins en parlent entre eux, Balance ton cirque en parle, le milieu du cirque, c'est très petit. On va à la catastrophe, vrai ou pas vrai, dans tous les cas, il faut creuser le truc, quoi. La proviseure fait remonter l'information aux différents services du rectorat de Reims. Mais elle ne convoque pas le professeur incriminé et n'interroge pas les élèves. Au CNAC, on prend l'information au sérieux dès septembre 2021. Le directeur convoque Pascal Vey et lui demande de ne plus donner ses cours dans ses murs. Le directeur avait pris position avec son administrateur très très vite, dès que c'est sorti en fait, en disant qu'il ne voulait plus qu'il vienne au CNAC. Mais au lycée, ils ont fait comme si ce n'était pas arrivé. Et en fait, ils ont dit les cours de théorie maintenant n'auront plus lieu au CNAC, donc il n'ira plus au CNAC, mais ils n'ont pas dit pourquoi. Moi, j'ai trouvé ça bizarre que le lycée ne mette pas à pied ou ne suspende pas Pascal Vey après que le CNAC lui ait interdit l'accès au CNAC. Le proviseur et le proviseur adjoint du lycée auraient dû se dire « mais il y a quand même un souci là ». On a tout mis ça sous le tapis et puis on va attendre un petit peu. Puis si ça ressort pas, tant mieux. Si ça ressort, on verra, on avisera au moment venu, quoi. On veut pas faire de vagues à Châlons, je pense. C'est le lycée du centre-ville. Donc c'est un peu le lycée phare, c'est un peu la vitrine. Au lycée, Pascal Vey reste en poste. Marie décide alors de mener sa propre enquête et part à la chasse aux témoignages. J'ai vu que personne ne demandait aux gamins, donc moi j'ai rappelé tous mes anciens, j'ai demandé aux filles qui avaient encore des contacts avec des anciens, dont tout le monde s'est mis plus ou moins en relation. Et le premier témoignage, c'est il y a un de mes anciens élèves de première promo. Il a dit, moi, il m'a fait venir chez lui, j'étais hyper flattée, en fait, au départ. Il était très jeune, il avait 14 ou 15 ans, il était en seconde. Et il m'a dit, en fait, quand je suis rentrée chez lui, je me suis aperçue que c'était pas pour parler de ma copie super vite. J'ai vu qu'on s'asseyait pas dans son salon pour parler, il me faisait faire le tour de son appartement, il y avait des photos bizarres. Et il m'a dit, à un moment, il s'est allongé sur son lit. Et il avait commencé à se masturber sur son lit devant lui, en fait. Et que lui, il s'était enfui. Pascal Vey obligeait ses élèves à l'accepter sur leurs réseaux sociaux. Puis, il leur demandait de poster des photos suggestives qu'il affichait ensuite chez lui. Ensuite, j'ai rencontré un deuxième élève. Je lui ai dit ce que je savais, c'est-à-dire ce qui était déjà arrivé à certains autres. Et donc là, il était sur sa chaise et en fait, il a fait un malaise sur sa chaise. La tête est tombée et aussitôt, il s'est repris. Il était très, très blanc. Et à un moment, il a profité d'un silence et il a dit il a des photos de moi. Au bout de 4 mois de recherche,
Marie recueille une dizaine de témoignages d'élèves victimes de harcèlement sexuel ou moral. Elle découvre que le prédateur aurait parfois drogué ses proies pour pouvoir abuser d'elles. Xavier, 26 ans, est l'une des dernières victimes connues de Pascal V. Il a vécu sous son emprise pendant 3 ans. Il y a eu les fois où, effectivement, des photos de moi nu qui se retrouvent chez lui, et je ne me rappelle pas poser pour lui, encore moins dans son lit, nu en plus. Et donc, je me demande si j'étais pas un peu fatigué parce que il m'avait glissé quelque chose dans mon verre. Puis, bah, c'est tout, je me rappelle pas de ma soirée. Je me rappelle juste le lendemain, effectivement, me réveiller, prendre ma douche, avoir mal à un endroit où les hommes, on n'a pas envie d'avoir mal. Et là, c'était pas... Au secours, panique. En plus des abus sexuels, il dit avoir été séquestré et avoir subi des sévices. Une fois, il m'avait enfermé dans sa salle de bain parce qu'il me demandait de réfléchir sur moi-même. Je m'étais juste retrouvé en train de chialer. Et des fois aussi, il voulait tester ma douleur. Il m'enfonçait des trombones sous les ongles. Il m'a déjà découpé la peau pour me dire « il faut que tu apprennes à rester à la douleur ». C'était dans ce délire de s'améliorer, d'être meilleur, d'être plus endurant à la douleur. Si tu es plus endurant à la douleur, tu supporteras mieux la vie, tu la subiras pas, tu auras une plus grosse réflexion sur toi-même, tu te connaîtras mieux. Moi, je suis marqué à vie. L'intérieur est pourri. Je suis ressorti de ça, j'avais l'impression d'être un fantôme qui errait comme ça, et j'avais l'impression de chercher juste un endroit pour mourir. Marie, elle m'a sauvé quand même. Marie, si elle m'avait pas démarché, je serais toujours le même à chercher à me foutre en l'air, comme ça, enfin, à faire de la merde, à pas savoir où est-ce que je vais dans la vie, à pas avancer. Forte de ces témoignages, Marie retourne voir l'approviseur plusieurs fois au début de l'année 2022. Mais elle se serait heurtée de nouveau à un mur. Il m'a simplement dit qu'il n'y avait rien, ils n'avaient pas de témoignage écrit, ils n'avaient pas de plainte, et que donc ils ne pouvaient rien faire. Il m'a dit « je ne veux pas entendre de témoignages d'anciens élèves, je ne referai pas l'histoire ». Voilà, l'adjoint avait dit qu'il ne fallait pas croire tout ce que disaient les gamins. Et moi, ça me paraissait tellement hallucinant qu'ils puissent essayer de couvrir un truc que j'imaginais pas ça. J'imaginais simplement qu'ils ne savaient pas gérer ou je sais pas. Marie ne lâche rien et poursuit son enquête, soutenue par ses enfants et son mari Philippe, professeur de physique au lycée. Ça a été extrêmement difficile. On recevait des témoignages jour et nuit, on dormait plus. Nous étions vraiment au bout du rouleau, quoi. Il y a une période extrêmement difficile. Elle disait, j'ai encore reçu un message de quelqu'un, je sais pas qui c'est, mais il a l'air en détresse, il faut que je l'aide. Et elle prenait un peu cette responsabilité de devoir aider tout le monde. Pendant des mois, elle était tout le temps sur son téléphone à répondre aux messages de tous ses élèves et anciens élèves, à les soutenir à toute heure du jour et de la nuit. Elle a continué, quoi. Jamais elle a laissé tomber. Au printemps 2022, Marie a déjà recueilli les témoignages de plus d'une quinzaine de victimes. Il a commencé à m'embrasser, puis il s'est déshabillé et m'a violée. Il me relançait souvent en me proposant des sommes d'argent contre des actes sexuels. Il m'a ensuite forcé à lui faire une fellation. Il m'a raccompagné vers la sortie en me disant qu'il m'aimait. Des confessions qu'elle aurait relayées une nouvelle fois auprès de l'approviseur et de son adjoint en mai 2022. Les rendez-vous se sont succédés comme ça et en fait, quel que soit le ton sur lequel j'y allais, après, il ne me répondait plus. Donc parfois même quand je me fâchais, quand je parlais plus fort, eh ben, il ne me répondait pas, il n'y avait pas de réponse du tout. Il ne me disait pas oui, pas non, il ne me disait pas vous baissez d'un ton ou quoi que ce soit, il ne me disait rien. Face au silence de la direction, Marie aurait averti les inspectrices académiques dont elle dépend. Les deux inspectrices, elles travaillent au rectorat. Donc au rectorat, je veux dire, c'était leur rôle de faire remonter la chose. J'arrivais pas à croire qu'une fois qu'ils savaient, ils pouvaient le laisser faire. Mais là encore, avec les inspectrices, pas de réponse. Un mutisme qui interroge Marie quand elle découvre que d'autres ont alerté avant elle, et ce, dès 2016.
Catherine Corvellec a été proviseure du lycée Bayen de septembre 2016 à juin 2019. Quelques semaines après mon arrivée, j'ai eu un courrier anonyme. Sur ce courrier, il y avait « Il faudrait être attentif et faire attention aux relations de Monsieur V avec les garçons des classes. » Voilà. Ça ne m'étonne pas plus que ça parce qu'il y a toujours eu une rumeur autour de Pascal V sur ses comportements de proximité avec les élèves, peut-être quelque chose de cette nature, rien de dit. Alors je téléphone au supérieur hiérarchique. Voilà, donc il m'a demandé, à ce moment-là, il a dit écoutez, on n'a aucun élément, il n'y a rien qui permet quoi que ce soit, donc la seule solution, c'est de rester vigilante. Vous restez vigilante, vous faites attention à ce qui se passe dans votre établissement, et puis à la suite, on verra s'il y a besoin d'intervenir autrement. Vous essayez pas de le confronter un peu parce qu'elle va lui poser des questions? De poser des questions de quoi? Non, je n'ai pas d'éléments pour... Je n'ai rien de particulier à lui reprocher, à lui dire quoi que ce soit. Non. Finalement, c'est en juin 2022 que les choses commencent à bouger. Une professeure d'art plastique décide de soutenir le combat de Marie et alerte la hiérarchie de Pascal V. J'en ai parlé à celui qui était son inspecteur, en fait, en lui disant il y a des choses, j'entends des choses un peu bizarres. Il y a aussi des histoires de violences sexuelles. Et il m'a dit tant qu'il n'y a pas de plainte, on ne peut rien faire. Voilà. C'est tout? Oui. Comment ça se fait que ça n'ait fait réagir personne au rectorat, quoi. C'est complètement dingue, quoi. En février 2023, la proviseure finit par convoquer Pascal V. Il nie et menace de porter plainte pour diffamation. Révoltée, Marie décide alors de demander de l'aide hors de l'institution. En mars 2023, elle contacte l'association Colosse au pied d'argile, créée par un ancien rugbyman victime de viol. L'association a fait bouger les lignes dans le sport et s'attaque aux violences à l'école. On a mis à peu près 1 mois à récolter tous les témoignages. Alors, donc on en a reçu 18 en l'espace d'1 mois. Là, on décide de saisir, d'une part, le procureur de la République pour initier une enquête préliminaire. On décide aussi de saisir le ministère des Sports qui a tout de suite décliné sa compétence. Et on saisit le ministère de la Culture qui nous a accusé réception, mais dont on n'a pas su s'il s'en saisissait ou pas. Et puis, dernière autorité saisie, ça a été le recteur de l'Académie de Reims. À l'époque, le recteur de l'Académie de Reims s'appelle Olivier Brandouis, en poste depuis novembre 2020. Le recteur d'Académie, on n'a pas eu de nouvelles. Ça nous a étonnés, oui. Qu'on n'ait pas de réponse, au moins qu'on ne nous dise pas, voilà, on a bien reçu le dossier, on va faire une enquête, on va faire le nécessaire. Oui, c'est surprenant. Il y a déjà du déni, et d'autre part, c'est un manque crucial de toute la chaîne hiérarchique. Ils sont incapables d'identifier des situations à risque, ils auraient dû faire le signalement et tirer la sonnette d'alarme. Comme tout fonctionnaire, les employés de l'Éducation nationale sont soumis à l'article 40 du Code de procédure pénale, selon lequel toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République. Et comment vous expliquez qu'il n'y ait pas eu de signalement? De la part de la chef d'établissement, oui. Pour moi, c'est une faute professionnelle. Elle a des obligations liées à l'article 40 du Code de procédure pénale, elle aurait dû l'appliquer. Il y a des sanctions quand on ne signale pas alors que c'est une obligation? Il n'y a pas de sanction pénale liée à l'article 40. C'est ce qui est dommageable, oui. En mai 2023, Marie décide de s'adresser directement au recteur. Monsieur le recteur, je me permets de vous envoyer ce mail en dernier recours. J'ai essayé depuis plus d'1 an d'alerter Madame Bonnet, Monsieur K, Madame H et Madame S sur une situation de harcèlement moral et sexuel présumé. Je me tiens à votre disposition pour tout échange. À partir de là, je me suis dit que ça allait être vraiment, vraiment dur parce que j'avais alerté en direct le recteur, j'avais pas de réponse. J'avais jamais de réponse, en fait, quoi que je fasse.
Pascal V, lui, enseigne toujours au lycée Bayen. Marie et son époux Philippe sont obligés de continuer à travailler avec lui et même de l'accompagner lors de voyages scolaires à l'étranger. C'est l'horreur pour nous parce qu'il faut travailler avec, parce que l'air de rien, il faut aller en cours avec. C'est là que Marie commence à devenir malade et c'est compliqué de travailler avec quelqu'un dans ces conditions-là, c'est impossible. J'ai l'impression de cautionner ce qu'il fait et en plus j'ai l'impression de faire venir des gamins au lycée qui vont être en contact avec lui. Enfin, je ne pouvais plus en fait. J'ai même réécrit un mail à mon inspectrice en disant que j'avais besoin de lui parler de l'histoire. Et elle m'a rappelé en me disant si vous ne supportez plus, il y a un poste qui est disponible, vous pouvez postuler, ça pourrait vous correspondre. Il n'a jamais été question en fait de le mettre à pied ni de l'éloigner des élèves, même provisoirement. Le combat de Marie se retourne contre elle. Sa hiérarchie commence à sérieusement remettre en cause son travail. Je proposais un projet, c'était non. Et puis après, ils descendent de tout ce que je fais dans mon boulot, en fait. Ils disent que je ne m'intéresse pas à la pédagogie, ils disent que je ne m'intéresse pas à ce que je fais. Ils ont essayé plein de stratégies, et la dernière, ça a été de dénigrer mon travail, et je crois que c'était violent, c'était vraiment violent pour moi. Marie est accusée d'être en rivalité avec Pascal V et de perturber le bon fonctionnement de l'option cirque. Alors d'un côté, ils me disaient vous êtes bien son ami, etc. Genre, ben, vous le sauriez. Et puis d'un autre côté, elles ont fait passer ça sur le fait d'une querelle en disant qu'on s'était disputé, enfin que je voulais récupérer ses heures ou je ne sais quoi. Enfin, comme si on pouvait accuser quelqu'un de viol pour une querelle. Je pense que le fait de dire que le problème c'était les arts du cirque, c'était une manière de détourner l'attention et de pas aborder le vrai problème. C'est pourquoi depuis 97 ou 98, rien n'avait été finalement fait. La seule explication qu'on peut y trouver, c'est le rideau de fumée. Quand Marie réalise que Pascal V est encore en poste à la rentrée scolaire 2023, elle craque et demande à être mise en arrêt maladie. Un raz-de-marée, là. Elle a commencé à déprimer, elle a commencé à prendre des médicaments. Voilà, c'était la fin de son boulot, c'était la fin de 15 ans ou 20 ans de boulot qui commençait à être mis en cause. Dès que c'est sorti, il y avait une partie des profs qui ne voulaient plus lui parler. C'était devenu la bête noire, le mouton noir, quoi. Alors que merde, elle dénonce un truc hyper grave. En septembre 2023, une autre enseignante alerte à son tour. En voyant que les choses ne bougeaient pas, j'ai fait un signalement au procureur de la République que j'ai envoyé aussi à ma hiérarchie, c'est-à-dire donc à Madame Bonnet à l'époque, notre proviseur, et à mon inspectrice. Les informations ont mis du temps à remonter, mais elles ont fini par remonter au rectorat. Et une fois qu'elles ont été au rectorat, rien ne s'est passé. Donc c'est forcément au rectorat que quelque chose a bloqué. Il faut attendre fin septembre 2023 pour que l'omerta se brise. Après des mois d'hésitation, l'une des victimes porte plainte pour viol. Le procureur ouvre une enquête et reçoit rapidement 8 autres plaintes. Le nouveau recteur est alors obligé de mettre à pied Pascal V, 7 ans après les premières alertes. La vraie question, c'est dans tous ces cadres qui ont été informés, pourquoi il n'y en a aucun qui a réagi. Avant d'être acculé et avant d'être obligé de prendre la décision suite à un dépôt de plainte pour viol. Le premier cas identifié remonte à 1997. Et dès cette époque, des collègues de Pascal V auraient été témoins de sa relation avec l'une des victimes, âgée de 16 ans, Benoît. À partir de la fin de mon année de première, un CPE est au courant et une de mes profs de maths. Il y a aussi un de ses collègues qui est un professeur de français. Ce sont des amis très proches de Pascal V. Il les met dans la confidence en qualifiant ce qui s'est passé comme étant consenti de ma part. La loi est pourtant claire. Les atteintes sexuelles sur un mineur âgé de plus de 15 ans sont punies de 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'elles sont commises par une personne majeure qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. Nous avons contacté certains des collègues de Pascal V qui le recevaient à dîner en compagnie de ses élèves. Nous avons enregistré les conversations. Vous étiez professeur de français, c'est ça? Oui, mais je suis tenu par un devoir de réserve, d'une certaine manière. Pourquoi?
Parce que... Cette affaire, vous l'avez vécue comment? Parce que vous le connaissiez, monsieur V. Je dois vous laisser, madame. Bon, bah écoutez, Bon courage. Bon courage. Réfléchissez, on sait jamais. Bonne journée, au revoir. un couple d'amis de Pascal V que nous avons joint est plus prolixe. Pascal m'appelle en disant « Est-ce que je peux venir avec un ami ?» Et il vient avec un gars plus grand que lui qui, au cours du dîner, prenait Pascal comme ça par le cou et l'embrassait sur la joue. À cette époque-là, il était amoureux de Pascal. Quand vous le voyez dîner avec vous, vous dites pas c'est bizarre cette différence d'âge? C'est un élève? Ben non. On s'est pas posé de questions parce qu'il était tellement grand et costaud que bon, Un de ses proches de l'époque accepte tout de même de nous recevoir. Nous sommes au Colisée, dans ce fameux voyage en Italie. Et vous avez Pascal, vous avez et moi. Bernard Namura a côtoyé Pascal V durant plus de 20 ans. Ensemble, ils font du théâtre et partent même en vacances. C'est lors d'un séjour en Italie, l'été 2000, qu'il découvre la vraie nature de son ami. Nous arrivons, petit hôtel, chacun sa chambre. Je ne vois rien, enfin, je ne pressens rien. Et puis, voilà, ça frappe. Et donc, c'est le jeune. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas bien, je suis pas bien. T'es pas bien, t'es pas bien. Je suis pas bien. Pascal, quoi Pascal? Donc là, c'est... Je comprends. Mais à demi-mot, il vous dit pas clairement. Il dit pas, mais il dit que Pascal l'embête, que c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Mais... Donc, je vais voir Pascal. Oh, mais non, Bernard, c'est une méprise. Non, j'ai dit Pascal, non. Ah non, c'est pas une méprise. Il vient. Et moi, je reçois un gosse, là, qui appelle au secours. Mais non, c'est pas un gosse. C'est un gosse qui appelle au secours, ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors je dis, c'est simple, tu ne bouges plus d'ici, d'accord? Et demain, je pars avec lui. Le lendemain, Bernard Namura prévient les deux collègues du professeur, qui sont aussi du voyage. Ils me disent, écoute, on a l'assurance que tout va bien se passer. Que tout va bien se passer. Ah, ils ont parlé avec lui. Ils sont restés avec lui, donc ils ont certainement demandé des comptes. Et je finis par accepter en disant, vous avez bien compris, moi il me faut 20 secondes, je dis bien 20 secondes, pour prendre et partir. Le séjour s'est bien passé. J'ai vu quelqu'un qui était droit, qui a fait très attention, et j'ai vu un rassuré. Qu'est-ce qui vous fait croire que, parce qu'il s'est tenu à carreau une semaine, parce que vous étiez trois à le surveiller, en gros, il continue pas après L'épisode italien, c'est une sortie de route, d'autant que, quelque temps après le voyage en Italie, Pascal me présente une dame qu'il va peut-être épouser. Et là, vous vous dites quoi? Vous dites il a Je me dis, voilà, c'est quelqu'un qui avait... un petit peu de bizarrerie, que ça, tout va rentrer dans l'ordre. Très bien. Xavier, dernière victime connue de Pascal V, se souvient lui aussi d'un voyage à Montréal. Moi, les professeurs qui sont venus à Montréal avec moi, je sais qu'ils étaient au courant. On va pas me prendre pour un con en me disant non, je n'étais pas au courant. Mais il y a des professeurs qui sont totalement dans le déni, je les appelle les collabos. Des années après, ils me disaient que M. V, c'est pas tout le traiter dans la merde comme ça, il avait rien fait. Il y a des profs qui ont peur de perdre leur super emploi du temps, il y en a qui ont peur de ne pas être bien vus et puis de ne plus avoir d'heures sup. En fait, c'est vraiment des toutes petites choses médiocres, en fait. Franchement, il y a des gens qui attendaient des avancements, des médailles, des choses qui sont plus importantes que le fait que des gamins se fassent violer, en fait. Je pense. Les gens appréciaient d'être appréciés de Pascal V. Je pense que c'est pour ça que les premières personnes qui ont été au courant n'ont jamais rien dit. C'est qu'en gros, ils se sont dit, voilà, ça fait 20 ans qu'on se tait, ou 25 ans qu'on se tait, pourquoi est-ce qu'on parlerait aujourd'hui? Ça voudrait dire qu'on n'a pas parlé avant, quoi.
Depuis 25 ans, c'est dans toute la France que l'éducation nationale a du mal à faire le ménage dans ses rangs. À Lochois, en Indre-et-Loire, à Nantes, à Caveyrac dans le Gard, à Villemoisson-sur-Orge en Essonne, ou encore en Isère, non loin de Grenoble, avec l'affaire Romain Farina. Arrêté en 2015, cet instituteur a violé pendant 15 ans plus de 40 élèves. Dans son ordinateur, les enquêteurs retrouvent des dizaines de photos d'enfants abusés, minutieusement classées. Nous avons retrouvé l'un des avocats des victimes, dont les témoignages sont glaçants. J'ai vécu au CP cet atelier de groupe et j'avais la tâche de la farine. Je me rappelle qu'il me faisait passer derrière la bibliothèque, les yeux bandés, et me disait « Tenez la cuillère pour comprendre ». Je sentais que l'objet qui était dans ma bouche n'était pas une cuillère. Et cette sensation m'a toujours percuté, car la sensation est restée longtemps dans ma bouche. Et effectivement, en guise de cuillère, c'était son sexe et ça n'était pas les aliments qu'il goûtait. Et les photos sont terribles parce que la mise en scène, et c'est aussi une mise en scène photographique. Il avait une petite installation dans sa bibliothèque de la classe avec un rideau. Chaque élève passait dans ce petit atelier. Les yeux étaient bandés, bien évidemment. Le rideau était tiré pour que le reste de la classe ne voit pas ces enfants qui ont 7 ans. Hein. Des faits gravissimes qui n'alertent pas l'institution. On a aussi un instituteur dont on comprend au cours de l'instruction qu'il est isolé dans son école. Les collègues disent, voilà, il était fuyant, il était faux. Mais finalement, il est passé de classe en classe sans que ces difficultés-là ne fassent l'objet d'une discussion. On ne le retrouve pas dans le dossier, on ne retrouve pas de visite dans les écoles d'un inspecteur du travail qui vient voir ce qui se passe. Pourtant, dès 2001, le rectorat de l'Isère savait qu'une plainte avait été déposée pour agression sexuelle sur une élève. L'affaire sera classée sans suite par la justice, mais l'Éducation nationale avait bel et bien été alertée. C'est ce que nous confirme l'avocat d'une autre victime de Romain Farina. La directrice de l'école affirme sur procès-verbal, à l'occasion de son audition par les enquêteurs, qu'elle a averti par téléphone et par courrier son inspecteur de circonscription. Donc le rectorat ne peut pas ne pas être au courant de l'affaire. Il y avait des faits qui étaient extrêmement graves et donc ça aurait pu permettre au moins de mettre une sorte d'alerte sur le cas de l'enseignant et à tout le moins de l'éloigner de la présence des enfants, peut-être en lui proposant des postes plus administratifs. Romain Farina, au contraire, reste enseignant. Il est seulement muté 6 fois en 15 ans, toujours dans la région Rhône-Alpes. À Vénissieux, aux Avenières Vérin-Tuellin, à Saint-Clair-de-la-Tour, puis dans 2 écoles à Villefontaine. Il est même nommé directeur de ce groupe scolaire. Il change très souvent, sans doute que ça a pu rendre service à l'éducation nationale pour compenser des postes vacants. Et en même temps, quand on quitte un lieu, on efface les traces de ces passages à l'acte. Après, quand quelque chose d'aussi grave arrive, c'est nécessairement l'institution qui est en cause. Et l'institution, il faut la protéger. Il faudra une nouvelle série de plaintes de parents d'élèves dans sa dernière affectation à Villefontaine pour que Romain Farina soit finalement arrêté en mars 2015. Il se suicide en prison 1 an plus tard, mettant un point final brutal à l'enquête judiciaire. À Châlons-en-Champagne, l'affaire V connaît elle aussi un dénouement comparable en décembre 2023. Après 6 mois d'enquête, la police convoque Pascal V. Mais il ne se présente pas au commissariat. C'est en venant l'arrêter chez lui que les forces de l'ordre découvrent qu'il s'est suicidé. Il nous prive l'occasion de le confronter, de lui faire vraiment réaliser ce qu'il a fait. Voilà, c'est une confrontation que je voulais
complètement humiliante. Enfin, je voulais vraiment lui faire mordre la poussière. J'avais envie d'aller le voir, j'avais envie de le confronter. Ouais, lui en coller une, quoi. Lui rentrer dedans, quoi, voir ce que ça fait. J'avais envie qu'il souffre. J'avais envie qu'il aille en prison. J'avais envie qu'il se fasse violer en prison. J'avais envie de tout ça. J'avais envie de cette violence-là. Ça m'énerve qu'il ait réussi à contrôler, même jusqu'à sa mort, comme ça. Ça m'a fait mal au cœur pour eux, parce que je me suis dit, voilà, ça veut dire que jamais ils seront reconnus comme victimes, ou en tout cas, ça va être... Et après, je me suis dit, dans tous les cas, il fera plus de mal, et en même temps, peut-être qu'il n'aurait pas été reconnu dans tous les cas. Soutenus par leurs parents, les élèves du lycée Bayen manifestent leur colère face au silence de l'institution. En février 2024, ils organisent un rassemblement devant leur établissement. Les élèves sont allés devant le lycée, ils ont dit que voilà, l'institution protégeait, qu'il y avait un violeur dans l'établissement, qu'on l'avait laissé en poste alors qu'eux, ils étaient là, qu'on l'avait laissé partir en voyage avec eux, etc. Les parents d'élèves de leur côté écrivent au nouveau recteur, Vincent Stanek, pour lui demander des comptes. Celui-ci leur répond. Je vous informe que dès que j'ai eu connaissance d'éléments concrets, une mesure de suspension à titre conservatoire a été prise. Vous mettez en doute la gestion de la situation par la chef d'établissement. Je peux vous assurer qu'elle a toujours agi pour alerter les services compétents chaque fois que nécessaire. Dans ce courrier, le recteur semble ignorer les 2 années d'alerte lancées par Marie et quelques autres. Ulcérés par cette réponse, les parents demandent à être reçus par le recteur, en présence de la proviseure Madame Bonnet et des 2 inspectrices. Ah, c'était un peu chaud ce jour-là parce qu'on était des parents d'élèves très remontés. On a posé la question pourquoi il y a eu tout ce silence. Et là, on n'a jamais eu de réponse. Jamais. Les 2 inspectrices, elles n'ont rien dit. Et puis le recteur, je ne sais plus ce qu'il nous a... il n'était pas au courant. Alors après, il a argué, oui, mais moi, je suis arrivé après l'autre recteur. Enfin voilà, après, il se lançait la patate, quoi. Donc, Après le suicide du professeur, une enquête est enfin diligentée en février 2024 par l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Elle révèle un fiasco de toute la chaîne hiérarchique et identifie des défaillances en série de 2021 à 2023. Ce rapport est confidentiel, mais nous avons pu le consulter. En premier lieu, l'enquête pointe les manquements concernant la chef d'établissement. Pour ne plus avoir transmis d'informations et d'indices à sa hiérarchie de septembre 2021 au 7 avril 2023. Ne pas avoir incité sa hiérarchie à envisager la nécessité d'une enquête administrative interne. Et enfin, d'avoir orienté la mise en cause vers l'enseignante binôme. Pour se défendre, la proviseure maintient que le seul faisceau de faits connus est celui du mouvement Balance ton cirque, mais rien de tangible. Le rapport épingle aussi les 2 inspectrices pour être restée dans le cercle à 3 avec la proviseure. Ne pas s'être enquise auprès du cabinet de la conduite à tenir, tout en orientant la perception de la situation à travers le seul comportement de l'enseignante binôme. Ce sont des gens qui ont des responsabilités pour lesquelles ils n'ont pas les compétences, très clairement, puisque voilà, là, rien ne s'est passé. Je veux dire, c'est très grave ce qui s'est passé. Ils les ont laissés en pâture et ils ont laissé les anciennes victimes seules. Ils ne leur ont jamais demandé comment ça va, jamais. L'enquête souligne aussi les manquements du recteur de l'époque. Pour sa défense, ce dernier avait déclaré aux enquêteurs. Cela ressemble à une chamaillerie locale qui s'envenime. Je suis conforté dans cet avis par la proviseure et les 2 inspectrices. Cette affaire requiert la plus grande prudence et ne doit pas être traitée dans l'urgence, afin d'éviter toute violation du droit à la présomption d'innocence. Or, rappelle le rapport, la présomption d'innocence ne fait pas obstacle à l'engagement d'une procédure disciplinaire qui n'est pas conditionnée à l'existence d'une plainte. Seule une enquête administrative interne aurait permis d'établir la matérialité des faits. Malgré toutes ces défaillances, l'enquête ne préconise pas de poursuite disciplinaire. Elle se contente de recommander un rappel des obligations et la mise en place d'une formation concernant le traitement des signalements et alertes. Depuis octobre 2021, l'Éducation nationale met en place des formations sur les violences sexuelles. La proviseure du lycée Bayen, Madame Bonnet, a refusé de nous donner une interview.
Nous avons également sollicité les inspectrices, sans succès. Même réponse des 2 recteurs qui se sont succédés à l'Académie de Reims. Enfin, nos demandes d'entretien au ministère de l'Éducation nationale ont toutes été rejetées. L'éducation nationale a quelque chose en commun avec l'Église, c'est que c'est des institutions d'autorité. Dès lors qu'un individu, un élément à l'intérieur de cette institution vient miner, saper, discréditer ces institutions d'autorité, alors l'autorité fait tout pour mettre ça sous le tapis. Et c'est pas de vague. Dans le cas de l'affaire Bayen, les cadres pointés dans le rapport comme ayant manqué à leurs obligations n'ont pas été sanctionnés. Au contraire, ils ont été promus. Le chef d'établissement a été promu dans un lycée assez prestigieux. Madame Bonnet a eu la mutation qu'elle souhaitait dans le somptueux lycée Anne de Noailles, à Évian, sur les rives du lac Léman. L'adjoint a été promu passé principal dans un collège. Les 2 inspectrices ont reçu les palmes académiques, un titre honorifique qui est assez important, juste après l'affaire. L'une d'elles a même été nommée déléguée académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle du rectorat de Reims. Et le recteur, j'ai envie de dire c'est encore pire, puisqu'à l'époque, il a été nommé directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Éducation nationale. En septembre 2025, Olivier Brandouis a été nommé conseiller éducation au cabinet du Premier ministre. Il fait pourtant l'objet d'une enquête pour non-dénonciation de crime. Marie, elle, a été poussée à changer d'établissement et de région. On m'a demandé de muter et que si je mutais pas de toute façon, mon travail allait changer, mon poste allait changer. Donc nous, sans ça, on ne serait pas partis à Marseille. On serait restés dans nos postes parce que mon mari avait un poste qui lui plaisait, ma fille avait ses copains, ses amis, ses attaches, son papa. Ce qui est injuste, c'est de fermer les yeux. Ce qui est injuste, c'est de s'en prendre à quelqu'un qui lance l'alerte en essayant de faire croire que c'est elle le problème. Tout ça, c'est injuste, c'est sûr. Le fait qu'on la mute à Marseille, peut-être le soleil, mais elle a plus de section cirque. C'est elle qui va payer pour avoir parlé, en fait, pour avoir cherché à protéger des jeunes, quoi. Début 2025, la colère de Marie n'est pas retombée. Ça va? Salut Marie-Claire. Tu vas bien? Ouais. Content de te voir. Ce matin, elle retrouve Benoît et Xavier, 2 des victimes de Pascal V, et des parents d'élèves à Châlons-en-Champagne. Effarés par l'absence de sanctions, ils ont décidé d'agir. On martèle que quand nos enfants sont dans les établissements scolaires, ils sont en sécurité. Eh ben non, c'était pas vrai. Et ça se savait. Nous, que les parents ne soyons pas informés par le lycée, ça, pour moi, c'est une faute, mais inadmissible. On a appris tout ça par la presse. Moi, ma fille, elle n'a pas été agressée physiquement par ce type, mais mentalement, ma fille, elle prend depuis 2 ans des antidépresseurs. Elle a quand même été voir une psy depuis 1 an et demi. Alors on dit tout le temps, non, les victimes sont pas coupables. Moi, je fais tout ce que je peux pour travailler là-dessus, mais je suis désolé. Voilà, j'aurais parlé à la fin des années 90. J'aurais peut-être pissé dans un violon, mais vos gamins seraient pas allés chez un psy. Voilà, je suis désolé. Ce sont les victimes qui disent « je suis désolée », mais on est dans un monde de fous, quoi, je veux dire. Mais heureusement que tu as sauvé ta peau à ce moment-là, je veux dire, heureusement que tu as fui, heureusement que tu t'es construit, et puis quand tu as pu parler, tu l'as fait. Oui, toi, tu es la victime. T'es la victime. Moi, je pense que c'est l'institution qui n'a pas fait son boulot, basta. Leur objectif, attaquer l'éducation nationale au tribunal administratif pour son mutisme et son inaction. Les victimes sont victimes d'un silence qui est organisé, au départ par un prédateur, mais que les autres alimentent. Et ça, c'est le problème, quoi. Voilà, ils ont mis des choses sous le tapis, nous, on renverse la table. Voilà. La procédure devant le juge administratif devrait durer 2 ans.
En attendant, ils espèrent que la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les violences à l'école fasse bouger les lignes. Après s'être rendus à Châlons-en-Champagne, les députés Violette Spilbou et Paul Vanier ont rendu leurs conclusions en juillet dernier. Leur rapport de 330 pages pointe les nombreuses défaillances de l'éducation nationale partout en France. Ce rapport fait un constat accablant, celui d'une défaillance majeure de l'État dans le contrôle et dans la prévention des violences en milieu scolaire. Il porte 50 recommandations, toutes communes à Violette Spilbout et à moi-même, qui appellent à une révolution dans le contrôle, dans la prévention, dans l'organisation même du ministère de l'Éducation nationale pour garantir que demain, tous les élèves soient protégés. Dans l'affaire V, pour l'instant, seule Marie a fait les frais de son combat. Mutée dans l'académie d'Aix-Marseille, elle n'a toujours pas reçu d'affectation à son niveau de compétence. On lui propose un poste de professeur d'EPS à 1 heure de chez elle. Après 4 jours de grève de la faim, elle a finalement été reçue au rectorat d'Aix-Marseille, mais n'a obtenu qu'un congé longue maladie et ne touche plus que la moitié de son salaire. Qu'on soit lanceur d'alerte ou qu'on soit victime, en fait, on nous fait ressentir exactement la même chose. Ça veut dire que la première chose, c'est pas qu'on croit et qu'on écoute ou qu'on cherche à savoir, c'est qu'on cherche à faire taire. Maintenant, ça suffit vraiment, et ça suffit les gens qui se taisent, ça suffit les gens qui protègent, ça suffit de dire il faut pas de sanctions, pas de machin. Non, il faut des sanctions, il faut en plus dire aux victimes qu'il y a des sanctions, il faut demander pardon aux victimes et il faut agir.